savez, a eu lieu avec le passage du Web.1 à ce qu'on appelle aujourd'hui le Web 2.0. Et là, je fais une petite remarque. L'intervention s'intitule Web 2.0, mais réellement, on a dépassé tout cela. Ça veut dire qu'on est pratiquement dans le Web 3.0. Il y a plusieurs versions, mais pour faire simple, Web 2.0, on va dire Web 2.0 ou Web 2.x. Donc le Web 2.0, espace d'expression, espace d'échange, mais aussi espace de commerce et de transaction, est devenu quelque chose qui est incontournable. Pour ce qui est du web tunisien, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc la véritable révolution, à mon sens, a eu lieu en matière de pénétration d'Internet et des chiffres du web en Tunisie. Aujourd'hui, une étude que nous avons menée en fin 2014 a montré qu'il y a pratiquement en Tunisie 5,81 millions d'internautes, ce qui correspond à une pénétration de 53% de la population. Et comme vous le savez, Facebook est le réseau numéro 1 en Tunisie et le réseau social le plus préféré des Tunisiens avec 4,6 millions d'utilisateurs. Si on regarde un peu le profil des Facebookers, parce que c'est là où on a le plus d'informations, on peut tracer ça, il y a en matière de la répartition des genres ou du sexe, il y a une légère domination des personnes de sexe masculin, 58,5%, bien que les personnes de sexe féminin restent toujours considérables à raison de 41%. Et ce qui est le plus intéressant à mon sens, c'est de regarder un peu la répartition des âges. Donc si on regarde un peu la répartition des âges, la catégorie la plus importante, c'est les 18-24 ans, les 25-34 ans et les 35-44 ans. C'est-à-dire qu'entre 18 et 44 ans, on a pratiquement 80% de la population Facebooker en Tunisie. Donc je vous laisse imaginer dans 5 ans comment ça va évoluer. D'accord? C'est-à-dire que dans 5 ans, les jeunes adultes actuellement et les personnes nouvellement actives et même les personnes entre 35 et 44 ans, ça va évoluer de telle façon qu'on aura encore et davantage des consommateurs qui sont connectés et qui sont en ligne. Bon, ceci nous ramène à parler de l'internaute, en fin de compte, puisqu'on a parlé un peu de son profil, de son âge, etc. Qui est l'internaute tunisien en l'occurrence, et qui est ce consommateur 2.0 ou 2.x. D'abord, comme ça a été dit tout à l'heure par Madame Hennen, c'est quelqu'un qui est friand d'informations. Lorsque je dis friand d'information, c'est quelqu'un qui veut s'informer et quelqu'un qui veut aussi passer l'information. Et donc il veut être informé le plus rapidement possible, être premier à être informé, connaître tout, mais aussi avec la convergence actuellement des technologies mobiles et des technologies web, avec son smartphone, il peut faire des miracles dans la mesure où il peut photographier, partager instantanément, etc. Donc il est friand d'informations, de réseautage et de nouveautés. C'est quelqu'un qui cherche tout le temps des gens qui partagent avec lui les mêmes intérêts, et donc il adhère à des communautés en ligne. C'est quelqu'un qui cherche un peu les gens qui lui ressemblent, les mêmes intérêts politiques, les mêmes intérêts de consommation, les mêmes hobbies, les mêmes marques, par exemple les gens qui aiment la même marque. C'est pas quelqu'un qui est récepteur uniquement de l'information, mais il devient producteur de son information dans la mesure où ça devient une sorte de média. Ça veut dire quelqu'un qui transmet et diffuse une information et qui cherche à influencer les gens qu'il connaît et qui le suivent, etc. Donc c'est un média qui influence directement ses pairs et c'est quelqu'un qui prend le pouvoir. Donc, par rapport à ça, la marque, le positionnement de la marque, il a totalement changé. Pourquoi? Parce que dans les médias classiques et aussi dans la première version du web, il y avait une communication unilatérale. Ça veut dire que la marque communique, diffuse et la cible, les internautes reçoivent. Avec le web 2.0, la marque continue à diffuser, mais c'est la cible qui reçoit, qui interagit entre elles et qui fait remonter un feedback à travers des avis, à travers des évaluations, à travers une notation, et la marque doit prendre en compte cette remontée de l'information qui est très utile pour elle, pour améliorer ses services ou pour améliorer son offre, etc. Et de là, on parle de nouveaux comportements
On parle de comportements qui n'existaient pas avant, comme par exemple le ROPO, le Research Online Purchase Offline, le Web to Store, le showrooming, etc. C'est de nouveaux comportements. Demain, ça va être présenté par Madame Nasri. Elle aura une présentation sur ça, mais je vais, sans empiéter sur votre sujet, je vais juste avancer. En Tunisie Sondage, bon, on a proposé une étude pionnière en la matière. Sans rentrer dans les détails, je vais laisser ça pour demain. Qu'est-ce que ça a montré? Ça a montré que pratiquement le ROPO, c'est-à-dire la recherche d'informations avant l'acte d'achat, concerne pratiquement tous les secteurs d'activité. Et qu'il y a des secteurs qui sont en train de basculer vers le full digital. Sans que ce soit une surprise, par exemple, tout ce qui est tourisme, tout ce qui est achat de séjour, ça devient incontournable en ligne. D'accord? Téléphonie aussi mobile, tout ce qui est recharge téléphonique, etc., ça se fait de plus en plus en ligne. Et les gens, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ça dépend de leur profil, comme ça a été présenté tout à l'heure par Madame Hennet. Est-ce que c'est des gens qui sont price sensitive et qui cherchent les promotions? Est-ce que les gens qui cherchent les avis pour être sûrs d'avoir fait le meilleur choix? Et donc la recherche d'informations, c'est pratiquement ça. Comparer les prix, se renseigner sur le magasin, chercher les promotions. Donc c'est principalement ça, c'est-à-dire que le client, il veut être informé, cultivé et avoir les cartes en main pour pouvoir décider. Donc ce qui fait qu'avec ce qu'on est en train de vivre et cette révolution du web, les sondages en ligne présentent plusieurs avantages. La première, on va dire, force des sondages en ligne, c'est les possibilités technologiques énormes. Donc aujourd'hui, avec la technologie, on est capable de proposer de nouveaux types de questions. Nous sommes en train de proposer aussi de nouvelles manières de recueillir l'information au-delà des simples questions à choix unique ou à choix multiple, et je vais revenir à ça plus tard. Mais ce qui est aussi le plus intéressant, c'est qu'il y a une convergence vers les enquêtes face à face et aussi les technologies du web, dans la mesure qu'aujourd'hui, avec une tablette par exemple équipée par un réseau 3G, l'enquêteur il est en mesure de recueillir les informations directement. Il y a une localisation GPS, ça veut dire qu'on peut savoir où il se trouve, donc on peut avoir une économie de papier, donc c'est plus écologique pour la planète, et d'un autre côté on peut économiser de l'argent dans la mesure où on aura moins de superviseurs. D'accord? Donc il y a cette convergence-là, et je reviendrai par la suite aux enquêtes administrées en ligne. Quel est l'apport de la technologie, certes quantitative, mais qui commence aussi à être de plus en plus qualitative. On parle de Focus Group Online, et on parle de beaucoup de choses qui sont qualitatives. Donc la deuxième chose, c'est le temps. Bien sûr, lorsque les informations sont recueillies, codées, saisies en temps réel, ça diminue le temps. Donc c'est une économie de temps, et il y a aussi de la transparence. Donc il y a toujours ce problème-là. Par exemple, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, on donne au client un accès. Il va suivre le recueil d'informations en temps réel. Bien sûr, ces informations vont être purifiées et redressées par la suite, etc. Mais c'est une garantie qu'on donne au client pour voir qu'on est en train de collecter les informations en temps réel, et ça va le rassurer. Et dans notre métier, comme ça a été dit tout à l'heure par Sinabil, la confiance, c'est un principe qui est très important entre nous et nos clients. Donc ce qui fait, surtout pour les enquêtes administrées en ligne, puisqu'il n'y a pas d'enquêteur, on peut proposer ça à des prix très compétitifs, et on peut, parce que, comme ça a été dit tout à l'heure par Sinabil, si on va faire une enquête avec de la qualité, avec une éthique, ça va coûter très cher. Donc on va proposer des enquêtes à des prix qui reflètent un peu le souci et le soin et la qualité, ce qui est tout à fait normal. Mais lorsqu'on parle d'études en ligne, puisqu'on économise ces salaires d'enquêteurs, ça peut être démocratisé, on va dire, et ça peut être accessible à des populations qui n'avaient pas les moyens et qui n'ont pas les moyens de se payer des enquêtes traditionnelles ou classiques, c'est-à-dire la population d'entrepreneurs, la population des gens qui lancent des projets, etc. Ça devient accessible pour eux. Et enfin, je vais parler un peu de l'effet de désirabilité sociale. Lorsqu'on a un enquêteur en face de nous au téléphone, on a intérêt un peu à dire voilà, qu'on est payé plus qu'on est payé réellement, qu'on achète des produits qu'on n'achèterait pas. Et donc, il y a ce qu'on appelle l'effet de désirabilité sociale. Normalement, lorsqu'on est face à un ordinateur, il n'y a pas de personne qui vous influence, donc il y a moins d'effet de désirabilité sociale. Donc ça, c'est pour les avantages, et ces avantages-là se reflètent à travers les statistiques de l'ESOMAR. Donc l'ESOMAR,
voilà, publie chaque année un rapport. Le rapport de 2014 a montré qu'au niveau des pays de l'ESOMAR, la méthode online est la méthode numéro 1 dans le recueil. D'accord. Ça vient en première position pour les avantages que j'ai montrés tout à l'heure, à raison de 24%. Bon, vous allez me dire, oui, parce que la majorité des pays, c'est des pays européens, parce que ça a commencé les OMAR en Europe, etc. Et c'est des pays en développement, etc. Mais si on regarde un peu le deuxième graphique, la comparaison entre l'importance des modes de recueil face à face et les modes de recueil online, on voit que pratiquement à première vue, le point commun entre les pays où l'online règne en maître, c'est des pays développés. Mais lorsque je vois par exemple la Bulgarie, qui à un certain moment c'était pas un pays aussi développé en Europe, et d'un autre côté on regarde les pays où le face-à-face règne en maître, on va au-delà de ça et on voit que le point commun c'est la pénétration d'Internet. Ça veut dire que dans les pays où le face-à-face règne en maître, nous avons une pénétration entre 10% et 46%. Et je peux vous assurer qu'à part la Turquie et le Vietnam, qui sont dans les 42-46% respectivement, les autres pays sont dans les 10, 15, 20%, etc. Et je vous dis, si on vous dit que la Tunisie c'est 53%, donc la Tunisie dans les années qui viennent, ça va être très intéressant, les études en ligne. D'accord. Et donc, il faut commencer dès maintenant à préparer le terrain et à profiter de cette technologie parce que ça va venir. Et c'est le taux de pénétration, en fin de compte, qui fait en sorte qu'on peut répondre à la question est-ce que les études en ligne, c'est fait pour nous? Est-ce que c'est pas fait pour nous? Et on ne peut pas faire des études en ligne. Et je reviendrai par la suite aux questions de représentativité, etc. Mais on ne peut pas aussi nier le fait que les études en ligne comportent beaucoup de controverses, je dirais. Je ne veux pas utiliser le mot limite, mais parce que chaque chose est limitée dans son cadre, où tout est relatif. Mais il y a beaucoup de controverses. La première controverse, c'est qu'il ne faut pas aussi se voiler la face et dire qu'il y a un taux de réponse important. Je peux vous assurer que le taux de réponse spontané, d'accord, sur Internet, ça tourne autour de 4 à 8%. C'est tout à fait normal, parce que je l'ai schématisé à travers cette image. C'est comme quelqu'un qui est dans une voie rapide et qui demande aux gens qui passent à 100 km à l'heure de s'arrêter et de répondre à un sondage. Donc les gens sont sur Internet, ils ont Facebook, des notifications, des demandes d'amis, des emails, des jeux auxquels ils jouent, ou du travail pour les gens qui n'utilisent pas Facebook ou sur le lieu de travail, etc. Et donc, ils vont pas se concentrer, ils ne vont pas prendre le temps de répondre à des sondages, surtout ces sondages-là vont être mal présentés, et je reviendrai à ça tout à l'heure. Donc, le taux de réponse, il est faible, parce que, comme j'ai dit, le consommateur 2.x, c'est quelqu'un qui est partisan du moindre effort, qui est pressé, comme ça a été dit par Mme Hennet tout à l'heure, même c'est l'Internet, il est pressé. Donc, il est partisan du moindre effort, ça le dérange même de cliquer, et je vais revenir à ça. Et donc les taux de réponse sont faibles. Mais la question qui se pose, c'est comment faire pour rendre ce taux de réponse important et intéressant. Donc la représentativité des résultats, comme vous le savez, il y a des populations qui n'ont pas beaucoup d'affinité avec Internet. Donc si on fait abstraction de la génération Y et de la génération qui utilise actuellement Internet, la population des seniors, elle a, à quelques exceptions près, elle a moins d'affinité avec Internet, c'est tout à fait normal, parce que c'est une technologie qui est récente pour eux, qu'ils n'ont pas utilisée dans leurs études, qu'ils n'ont pas utilisée dans leur travail, et donc, à part des exceptions, bien sûr, ça reste une population à faible affinité. Il y a aussi les populations qui se trouvent dans des régions non couvertes, des personnes qui sont démunies, qui n'ont pas moyen d'accès à Internet, etc. Et il y a aussi le biais de non-réponse qui est lié aux questions ouvertes. Par exemple, les questions top of mind. Il faut trouver, comment dire, il faut faire preuve d'ingéniosité pour pouvoir le faire sur le web, et c'est possible, mais d'une manière classique, pratiquement les questions ouvertes, les gens ne répondent pas. Et lorsque je dis les gens ne répondent pas, c'est pire que ça, c'est qu'ils décrochent aussi. C'est-à-dire qu'ils ne continuent pas à répondre aux sondages, proposer des sondages courts, clairs et scénarisés. Donc déjà, on va commencer par l'instrument de recueil. Comment on va faire, comment on va poser les questions. Deuxième axe, c'est votre sondage, il doit être le plus ergonomique possible, il doit être le plus confortable possible, et je vais revenir à ça. Et enfin,
utiliser les panels. Donc les panels aussi en ligne, hein, on va les utiliser justement et on va voir ce que c'est un panel. Donc je vais commencer par le premier point, proposer des sondages ergonomiques, pas ergonomiques, excusez-moi, des sondages courts, clairs et scénarisés. Même si vous proposez des sondages la deuxième fois de qualité, il ne va pas répondre parce qu'il ne vous fait plus confiance. C'est fini. Donc pour vous, pour lui, vos sondages, c'est du chinois. Donc c'est pas possible, c'est une perte de temps. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire le moins lent possible, il faut faire des sondages qui sont clairs, qui sont, on va dire, faciles à répondre. Chaque question, elle doit être présentée d'une manière claire. Le taux d'avancement, il ne doit pas être en bas, il doit être en haut pour ne pas l'induire en erreur, pour lui montrer l'avancement du sondage. Et aussi, il faut moins d'efforts possible pour le sonder, parce que comme on a dit, on a affaire à une population de gens pressés, de gens partisans du moindre effort, et surtout qui sont tentés par autre chose, qui ne sont pas, on va dire, plus intéressantes, mais lui, il a ses préférences. Donc, deuxième point, c'est de proposer des sondages les plus ergonomiques possibles. Et là, une autre enquête, j'ai fait encore le tour sur Internet, et je suis tombé sur des études tunisiennes. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici que les matrices, c'est du chinois, donc les gens, j'ai essayé un peu de zoomer, on va dire de réduire le zoom pour vous montrer un peu ça, et ce qui est le plus intéressant, là on n'a pas le taux d'avancement, mais regardez le scroll, c'est-à-dire imaginez vers où on va descendre pour terminer le sondage, et surtout avec ces matrices-là, chaque question ou chaque réponse est une question, et donc c'est très dur, et le piège dans lequel on peut tomber, c'est ce qu'on appelle vouloir faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire à travers un seul sondage, on obtient toute l'information, et à travers une seule question, on obtient plusieurs informations, ce qui n'est pas possible. Donc il ne faut pas hésiter à diviser votre sondage, à faire des sondages courts, à faire plusieurs sondages plutôt qu'un seul avec ce genre de choses. Donc il faut utiliser la technologie qui est offerte par Internet et à travers les nouvelles technologies disponibles pour faire des sondages où le visuel il est important. Par exemple, aujourd'hui, on peut faire des visuels. On va au-delà des simples questions à choix unique ou à choix multiple. Par exemple, ici, exemple de question drag and drop. La personne prend la marque et la glisse dans l'adjectif ou le qualificatif qui correspond le mieux à son choix. Donc c'est plus ludique, c'est plus interactif et on obtient des informations que normalement on n'aurait pas pu obtenir. Donc l'objectif c'est de réduire ce qu'on appelle en anglais le respondent burden. Ça veut dire quoi là? Le burden, bon, si je veux le traduire, on va dire le plus fidèle possible, ça va être la corvée. D'accord? Mais bon, comme je vous ai dit, par rapport à cette population, il faut réduire le minimum d'efforts possible. Un autre type de question qu'on peut proposer, c'est par exemple, on va demander aux gens les questions ouvertes. Si vous avez 15 dinars, qu'est-ce que vous allez acheter? Donc là, question ouverte, pas de réponse. Donc ce qu'il faut faire, c'est de proposer une sorte de ticket avec plusieurs possibilités possibles et il y a un paramétrage qui est fait à l'avance pour se limiter à 15 dinars et lui dire voilà, vous avez dépassé, il faut enlever des choses, choisir autre chose, etc. Une autre innovation, c'est les questions en 3D. D'accord? 3D, là, bon, c'est une image GIF, mais lorsqu'on utilise ça réellement, c'est l'internaute qui va faire tourner 360 degrés, il va voir le produit sous différents angles, et il est, on va dire, partie prenante, et là on l'utilise surtout pour le test de packaging, pour le pré-test au produit, etc. Et surtout, aujourd'hui, la technologie permet de faire de la recherche quali, même avec Internet. Par exemple, là, on peut faire ça pour un site web qu'on va relifter ou qu'on va changer, ou pour une affiche qui n'a pas été encore lancée, qui a été préparée par l'agence Créa, et on a le choix entre plusieurs types de visuels. Par exemple, on demande aux gens, qu'est-ce qui vous plaît le plus? Sélectionnez par exemple 5 choses, 5 emplacements qui vous attirent le plus, ou que vous détestez le plus. Donc 1, 2, 3, 4, 5, etc. La personne va cliquer une fois par exemple pour dire j'aime ça, 2 fois pour dire je n'aime pas ça. On peut le faire avec la même question, on peut faire ça sur 2 questions différentes. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est l'output. Donc l'output, voici comment ça va apparaître par la suite. Donc ça va apparaître en zone
qui sont colorées. Plus la couleur elle s'enfonce, plus la personne elle est attirée ou n'aime pas ça. Ça dépend de la question qu'on pose. Voilà. Troisième point, et justement, il ne suffit pas de faire de bons questionnaires, il ne suffit pas de faire des sondages qui sont ergonomiques, courts, clairs, etc. Si on fait tout ça et on a un lien qu'on va mettre, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur une page Facebook ou sur un site, ça va être toujours l'autoroute. D'accord? Et donc là, les panels, ils ont toutes leurs raisons d'être, parce que les panels, justement, ils se basent sur une logique qui est totalement différente des approches classiques. Bon, les approches classiques, que ce soit des enquêtes face à face ou des enquêtes, on va dire, téléphoniques, c'est toujours une approche qui est cold. Entre guillemets, on peut la considérer comme une approche qui est intrusive. Ça veut dire qu'une personne vous arrête dans la rue ou vous appelle au téléphone. Excusez-moi monsieur, excusez-moi madame, est-ce qu'on peut prendre de votre temps 1 minute ou 2? On a des questions à vous poser. Et là, la personne peut être pressée, peut ne pas vouloir répondre, peut vous donner de mauvaises réponses parce qu'il est pressé, parce qu'il est en colère, parce qu'il n'a pas dormi, il n'a pas bien dormi la nuit, etc. Les panels, c'est plutôt une approche qui est volontaire, c'est ce qu'on appelle le opt-in. Ça veut dire, c'est vrai qu'on attire les gens à venir s'inscrire sur notre panel, mais ils ont le choix. C'est-à-dire, eux, lorsqu'on s'inscrive sur le site, ils se déclarent volontaires pour participer à des sondages. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils disent, voilà, nous sommes intéressés par ça, nous sommes motivés par ça, et on veut faire participer. Lorsqu'on les sollicite, c'est à leur demande, entre guillemets. D'accord? Donc, aujourd'hui et demain, les sondages doivent laisser le choix volontaire de participer, le fameux opt-in. Bon, c'est quoi un panel, sans empiéter aussi sur l'atelier demain de Sinabil? Un panel, bon, comment on peut définir? Une enquête dans laquelle les mêmes répondants sont interviewés à plusieurs reprises sur une période prolongée, aussi appelée analyse longitudinale. Ça veut dire qu'on aura une coupe à intervalles réguliers, on peut faire une analyse chronologique à travers le temps pour voir un peu l'évolution des réponses par rapport à une problématique bien déterminée. Donc les panels en ligne, c'est une communauté qui est gérée d'internautes qui ont explicitement, comme je l'ai dit, qui sont volontaires pour répondre à des sondages. Et là, je peux vous dire qu'avoir un panel en ligne, c'est pas uniquement avoir un site où les gens s'inscrivent, il y a tout un back-office qui est derrière, il y a tout un management du panel, il y a toute une procédure de motivation et d'incitation, il y a beaucoup de reporting et de feedback, et je vais parler de ça au fur et à mesure. Donc voilà, exemple de panel, panel Tunisie sondage. Le panel doit être en 2 langues, l'arabe et l'anglais, et le français, excusez-moi. La version anglaise, elle est en cours de développement, quoique c'est pas le plus important actuellement. Le panel aussi soulève beaucoup de controverses. La représentativité du panel, la question qui revient tout le temps. Donc, mes contacts, mes clients, etc. me posent toujours la question, est-ce que votre panel il est représentatif? D'accord. Bon, je n'ai pas dit tout à l'heure, panel Tunisie Sondage, TS Panel, c'est un panel qui a été lancé en 2012. C'est la deuxième version du panel, c'est-à-dire dans un premier temps, on a lancé un panel. Après, par essai, par erreur, par apprentissage sur le tas, on a amélioré une deuxième version et qui s'est inspirée surtout des best practices dans le monde. Et aujourd'hui, on a plus que 9000 panélistes sur TS Panel. D'accord. Donc la deuxième chose, c'est l'origine et la qualité du panel. D'où vient votre panel? Comment vous le recrutez? Voilà, on va voir ça. Comment on va maintenir et comment on va gérer ce panel? Est-ce que les gens ont réellement le libre choix? Donc oui, ils viennent, et par la suite, s'ils ne veulent plus répondre à des sondages, si le sondage ne les intéresse pas, la taille et la couverture et l'utilisation du panel et la fameuse question de confidentialité et de la vie privée, etc. Donc la question de la représentativité, qui est la question la plus importante, on va dire, c'est quoi un panel représentatif? Est-ce qu'un panel doit être représentatif de la population tunisienne? Ou est-ce qu'un panel doit être représentatif de la population d'internautes tunisiens? Ou est-ce qu'un panel est représentatif lorsqu'il représente les internautes actifs et réguliers, qui sont, je ne sais pas, 12 heures par jour sur Internet? Ou est-ce qu'un panel doit être représentatif du cœur de cible ou du public cible à qui s'adresse le produit qu'on va prétester, par exemple,
ou le service ou la problématique du sondage? Bon, la question elle a une réponse très très simple, c'est que l'échantillon et non le panel qui doit être représentatif. C'est voilà, ce qu'on va tirer du panel, est-ce que ça correspond à une représentativité du cœur de cible des gens qui sont censés répondre à ce sondage parce qu'ils sont concernés par le produit ou la marque, etc. Donc il y a beaucoup d'idées selon lesquelles le panel n'est pas représentatif. C'est tout à fait normal. Et c'est pour ça qu'on peut faire des approches mixtes, ça veut dire on peut faire une approche par panel, et pour les populations qui sont avec moins d'affinité avec Internet, on peut faire les moyens classiques et combiner les deux, d'accord? Mais on va gagner de l'argent, pourquoi? Parce que la plus grande partie, elle va être faite par le online. Le recrutement du panéliste dans les directives de l'ESOMAR, et comme nous le faisons, il doit être basé sur le hasard. D'accord, il doit être randomisé, il doit être contrôlé, on doit les recruter aussi bien online et offline. Voilà, il ne faut pas se limiter uniquement à Internet, hein, il faut aussi les recruter offline, c'est-à-dire sur le lieu de travail, dans des événements, dans les universités, ça dépend du public que vous cherchez. Et surtout, la gestion du panel est une chose qui est très très importante. Par exemple, il ne suffit pas d'avoir des gens qui s'inscrivent à votre panel pour les considérer comme panélistes. Nous, par exemple, on a appris à avoir du community management, par exemple notre page Facebook qui compte plus que 10 000 fans, ce qui n'est pas très important, mais c'est des panélistes, c'est-à-dire qu'il faut tout le temps communiquer avec eux, il faut les entretenir, il faut les animer, il ne faut pas aussi oublier quelque chose, c'est que ces gens-là sont vrais, qui sont volontaires pour répondre à des sondages, mais ils ne le font pas gratuitement. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place un système d'incitation. Par exemple, je ne sais pas, on leur dit, voilà, votre temps il est important, merci d'avoir pris la peine de répondre à notre sondage, mais si vous le faites, vous gagnez des points qui peuvent être transformés en cadeaux, et ces cadeaux-là ne vont pas vous permettre de devenir riche, mais c'est une valorisation de votre temps. C'est-à-dire que, je ne sais pas, après 3-4 sondages moyens, ils peuvent obtenir une carte téléphonique de 5 dinars, une recharge téléphonique 5 dinars. Voilà. Donc c'est faire, c'est juste, d'accord? Donc il faut communiquer avec eux, il faut gérer ce panel-là, il faut aussi leur donner, si ce n'est pas confidentiel, les résultats des sondages auxquels ils ont participé. Donc il y a des panélistes qui nous contactent pour dire, voilà, j'ai participé à telle enquête, je veux le résultat. Non, c'est pas possible parce que c'est un prétexte de produit, c'est confidentiel. Mais pour les études où c'est pas confidentiel, on n'a pas le secret professionnel, il faut directement informer le panel, des fois même avant de médiatiser l'étude. D'accord? Il faut aussi mettre à jour le panel régulièrement pour éviter deux choses, ce qu'on appelle la professionnalisation des panels, c'est-à-dire les gens qui sont là, qui répondent rien que pour gagner. Voilà. Heureusement, en Tunisie, on n'a pas beaucoup de panels en ligne, parce que sinon, il y a des gens qui sont professionnels, qui sont inscrits dans une dizaine de panels, et qu'ils peuvent avoir même des revenus en fin du mois. D'accord? Donc, et aussi, il y a l'effet d'usure. Et c'est pour ça qu'il faut toujours recruter de nouveaux panélistes, il faut toujours que ce soit aléatoire, et il faut aussi ne pas hésiter à éjecter du système les panélistes qui sont des fantômes. Par exemple, nous, on a un ratio, on compare les sondages auxquels ils ont été invités et les sondages auxquels ils ont répondu réellement. Et s'il y a un certain taux qu'on dépasse, on les met en quarantaine parce que ça ne sert à rien de les garder pour avoir un billet de non-réponse, pour avoir des erreurs par la suite au niveau des résultats. Il y a des gens qui sont, on va dire, plus pragmatiques et qui savent qu'il faut positionner tout par rapport au cœur de cible, c'est-à-dire la personne qui correspond le mieux à cette cible. Est-ce que c'est un internaute? Est-ce que les informations peuvent être obtenues en ligne? Et là, c'est à nous même de conseiller nos clients. Par exemple, ça m'est arrivé de dire, voilà, on ne peut pas faire ça. Par exemple, je dis souvent, les enquêtes politiques, on ne le fait pas. Parce que je sais que je ne suis pas représentatif. Et par rapport à des problématiques de consommation ou des pré-tests, des post-tests, des études de marché, etc., on le fait. Donc c'est en train de bouger, ça veut dire que les gens sont en train de prendre en compte que le net il devient porteur, d'accord, et surtout il devient compétitif par rapport au prix.